bonjour ou rebonjour pour ceux qui étaient là tout à l'heure. Déjà, merci d'être venus, parce qu'on a une rude concurrence en face de nous. Notamment, il y a une conférence qui a attiré beaucoup de monde dans une autre salle. Je ne ferai pas de publicité, ils ont suffisamment de monde, je pense. Christophe Sautier, fondateur d'Objectifs Libres, société extrêmement spécialisée autour d'OpenStack. Je suis aussi secrétaire de l'association OpenStack France et développeur OpenStack. Marc Dutot, responsable recherche et développement chez OpenWide, une société de services en logiciel libre français qui vient de se faire acheter par Smile ou qui est en train depuis le début du mois de novembre. Ce qui fera le numéro 1 français grâce à l'alliance du numéro 1 et du numéro 2. Et je travaille plus particulièrement sur les projets R&D collaboratifs entre laboratoires et grands comptes, start-up, sociétés de services. Et notamment, je coordonne depuis un an le projet OKWare dont on parlera, effectivement pour un framework pour tout en tant que service, Everything as a Service. Un beau programme, voilà. Et je suis donc un expert data et cloud et impliqué dans les communautés OW2, Eclipse et quelques projets par là. Voilà. Donc moi, je suis Bruno Cornec, je suis stratégiste open source et Linux pour Hewlett Packard Enterprise, qui est le nouveau nom de notre société, puisque l'ex-HP s'est scindé en deux groupes différents. Un dédié aux serveurs, produits de stockage, produits réseau et services, et l'autre groupe, HP Inc., qui a gardé ce logo-là, donc c'est une chemise que je n'ai pas le droit de porter normalement, qui s'occupe des PC et des imprimantes. Et moi, je m'occupe de la partie open source et Linux au sein d'un Solution Center basé à Grenoble. Et donc, désolé pour ceux qui m'ont déjà subi entre parenthèses ce matin, enfin tout à l'heure. Donc Bruno Gillet, Solution Architect chez Red Hat, spécialisé dans le cloud. Je remplace un petit peu au pied levé l'un de mes collègues qui malheureusement n'a pas pu se rendre ici à temps. Donc voilà, et on va pouvoir discuter à loisir de cloud. Très bien, alors j'avais pensé que pour le thème de cette table ronde, pour, je dirais, initier un petit peu des discussions. Alors déjà, première chose, vous n'êtes pas là pour être passif dans l'audience, enfin j'espère en tout cas. On va vous réveiller un tout petit peu de la sieste là, parce que maintenant c'est plus l'heure. Donc posez-nous des questions autour du cloud d'une manière générale, ce que vous avez en tête, quelles sont vos problématiques, de quoi vous avez envie de nous entendre parler. On essaiera d'y répondre du mieux que l'on peut. Et puis pour initier un petit peu ça, j'avais pensé qu'on pouvait orienter le thème de cette table ronde autour de cette nouvelle approche que l'on voit poindre après avoir utilisé le mot cloud partout pendant 3-4 ans pour désigner tout ce qui était nouveau en termes d'infrastructure informatique. Maintenant, on voit poindre la terminologie de Software Defined Infrastructure, donc vraiment tout défini par l'intermédiaire de logiciels. Donc peut-être on peut commencer par un petit tour que chacun d'entre vous décrive qu'est-ce que lui, il entend par ça, qu'est-ce qu'il voit comme nouveauté poindre dans l'écosystème du cloud, quelles sont les technologies qui lui parlent, les technologies ou les approches qui lui paraissent intéressantes par rapport à ça. Ok, donc je vais attaquer alors, on le feu. Donc en fait, quand on parle de ce genre de choses, en fait, on parle ni plus ni moins que du scale-out qui maintenant se généralise complètement. C'est-à-dire que les besoins ont tellement besoin de dynamicité, ont tellement besoin de neutralité des ressources, je dirais, qui sont sous-jacentes, que de plus en plus, on cherche vraiment à décorréler l'intelligence de la partie infrastructure hardware pour la remonter à une couche logicielle, ce qui permet de garantir l'indépendance au niveau des briques d'infrastructure qui sont utilisées sur le plan matériel, et ce qui permet surtout de pouvoir les gérer, que ce soit sur des pics de saisonnalité ou sur des spécificités métiers de façon beaucoup plus efficace. Tout à l'heure, tu nous parlais d'Ironic. C'en est un excellent exemple et j'aimerais ajouter un autre use case autour de l'utilisation d'Ironic que j'ai vu sur le terrain il n'y a pas très longtemps. Ce sont des gens qui font typiquement du HPC, qui ont besoin de lancer de très gros calculs, mais sur des intervalles de temps donnés, en imputant les bons labos. Et là, typiquement, eux, ils ont besoin d'une prévisibilité en termes de niveau de performance, indépendamment de ce qu'ils utilisent en termes de grid derrière. Et là, le rôle d'Ironic comme ressource de provisionnement, je dirais, random
demande sur un modèle élastique de ressources matérielles dans un cadre complètement cloudifié, c'est exactement quelque chose qui correspond à un besoin métier. Et je pense que quand on parle de ça, on pourrait parler de ça aussi au niveau réseau, on parle beaucoup du NFV pour les télécoms, on parle beaucoup de ce genre de choses. De plus en plus, on cherche vraiment à rendre la couche, je dirais, matérielle des infrastructures aussi transparente que possible, de façon à lui donner toute la souplesse qu'elle ne peut pas avoir, indépendamment aussi de la transparence aux différents fournisseurs et autres. Ça c'est complètement autre chose. Donc voilà, juste petite introduction rapide. Alors d'abord, je suis tout à fait d'accord. Donc c'est pas mal déjà. C'est pas l'idéal pour le débat, mais non. Mais en fait, je pense que le fait de dire du software defined quelque chose est aussi une bonne chose parce que ça nous évite le terme générique cloud qui était devenu tout et n'importe quoi. C'est-à-dire que quand vous demandez à n'importe qui qu'est-ce que le cloud, on va vous dire oui, c'est le fichier, c'est le stockage de mes images, de mes photos. Et donc en fait, cette banalisation fausse en fait de ce qu'était le cloud a pu desservir fortement. Donc le fait de justement, mettre le software defined quelque chose suite à ce qu'était le software defined network, qui est vraiment le premier qu'on a vu apparaître très fortement, permet justement cette catégorisation, ce découpage plus concret et plus correct en fait dans les différents axes en fait. Donc je pense que c'est pas plus mal aussi d'appeler les éléments de cette manière-là, même si au final les approches seront les mêmes en fait. Mais ça permet peut-être cette décomposition. Donc la question, c'est comment on positionne le concept du IaaS par rapport au Software Defined Infrastructure. En fait, si je peux me permettre, oui. En fait, le IaaS, le PaaS, le SaaS, je dirais quelque part, c'est le même fondement. Le IaaS, c'est vraiment la brique qui supporte à la base Infrastructure as a Service. Là où le PaaS va rajouter, remonter dans les niveaux, il y a une analogie qui peut être faite de dire quand on a un besoin d'apporter ces stacks applicatives et ces applicatifs finales, il faut du IaaS. Lorsqu'on a besoin d'apporter ces stacks, ne pas apporter ces stacks applicatifs, juste apporter l'application finale, on a besoin de PaaS. Et lorsqu'on a besoin d'utiliser directement un environnement applicatif en apportant simplement ces données, à ce moment-là, on a besoin de SaaS. Et ce n'est pas complètement faux. C'est-à-dire qu'en fait, c'est simplement les différentes composantes, au même titre qu'on va considérer vraiment l'infrastructure pure. Ensuite, on va considérer au-dessus de cette infrastructure dans laquelle, en partie, je pense qu'on peut inclure l'OS maintenant, sans aucun problème. On va commencer à considérer les stacks unitaires applicatives, puis au-dessus, les applications elles-mêmes. On est exactement là-dedans. Donc, je ne sais pas si je réponds bien à la question, mais pour moi, le IaaS, c'est vraiment la partie infrastructure du cloud, et je ne suis pas du tout contre cette nuance de dire, c'est vrai que le cloud, bon, on nous en a beaucoup parlé, ça fait un peu fog, mais c'est juste un peu plus gros et un petit peu plus haut. Mais quelque part, c'est un petit peu ça, et c'est pas faux du tout non plus. Ouais. J'ai peut-être une nuance à apporter précisément entre les deux. Le IaaS, c'est comment on le fait, et le software defined, c'est comment on s'en sert. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est pour moi le software defined? C'est le configurable. C'est le configurable par l'utilisateur, par le biais d'API de configuration ou d'outils de configuration, par exemple web au hasard. Et là, on a un service qu'on peut vendre, qui sont des consoles d'administration à distance et qui ne sont plus manipulées par l'opérateur même qui a bâti la virtualisation. Voilà. Donc c'est du IaaS, même si la personne crée les VM à la main chez lui sur son système. Et par contre, c'est du software defined si quelqu'un d'autre peut le faire, s'il peut fournir cette création à la demande en tant que service à distance. Je suis complètement d'accord avec ça. C'est mon point de vue. Pour moi, la notion de software defined, c'est le découplage entre, notamment de ce que tu disais en réseau, entre le control plane et le data plane. Il y a une partie. On va rendre ce que disait Bruno est juste à mon avis. On va rendre le matériel, et c'est pas bon pour nous en tant que vendeur de matériel. On va rendre le matériel de plus en plus bête. On va essayer d'extraire l'intelligence qu'il y avait dans le matériel pour aller la positionner dans un contrôleur externe, qui est une brique logicielle, qui va servir à piloter le matériel. Et toute l'intelligence que le matériel va avoir, par exemple en réseau, pour gérer des flux, gérer du trafic, faire du contrôle sur les trafics, ne sera plus configurée sur le matériel, mais poussée depuis un contrôleur externe vers le matériel.
et pas un matériel, une chaîne de matériel. C'est-à-dire que vraiment l'idée du contrôleur SDN notamment, c'est de dire j'ai un point central d'administration, je définis ma configuration, mes flux, comment mon trafic réseau doit évoluer dans mon infrastructure, et je pousse cette définition-là au travers de protocoles standards vers les équipements physiques et virtuels, de manière à implémenter cette politique globale réseau sur mes composants. Même chose sur le stockage, même chose sur le compute. Et après, j'aimais bien aussi cette définition IaaS, PaaS, SaaS, parce que je pense que ça, c'est intéressant, mais pour moi, c'est orthogonal par rapport au software defined, en fait. Oui, justement, en fait, je suis assez d'accord. Je pense que quand on fait la décomposition IaaS, PaaS, SaaS, c'est la décomposition SD quelque chose, on est sur deux approches différentes. C'est-à-dire que notre approche en SD, Software Defined Architecture, va être, ou infrastructure, enfin on pourra le voir de différentes manières, va englober et le IaaS et le PaaS en fait. Simplement on va être sur deux niveaux, et même le SaaS, au final, ça va être juste une utilisation qui va utiliser des concepts de IaaS, des concepts de PaaS, parce qu'il ne faut pas se cacher aussi que même si la définition que tu as donnée de IaaS et de PaaS et de SaaS est très bien, il y a beaucoup de projets, si on parle que d'OpenStack notamment, dans lequel, qui est un projet de IaaS, mais qui va lorgner un petit peu quand même du côté du PaaS. Quand on voit des projets comme Trove, quand on voit des projets comme Zagar, des choses comme ça, c'est des projets, donc Trove c'est la base de données de service, Zagar c'est du messaging as a service, ce sont des projets de PaaS et rien d'autre. Donc les projets, je dirais les composants ou les architectures, on va dire les composants IaaS vont lorgner sur le PaaS. Le PaaS va lorgner nécessairement sur le SaaS aussi, donc des fois les frontières sont pas trop simples à définir, même si on a des concepts et des définitions, je dirais, qui sont très explicites, mais dans les faits, on se retrouve avec des produits qui sont souvent entre les deux. Donc l'approche software defined est plus, je dirais, plus concrète et plus réelle en fait dans ce qu'on trouve aujourd'hui. Moi, je pense qu'une chose très rapidement, très rapidement, c'est qu'en fait, pour résumer un petit peu tout ça, IaaS, PaaS, SaaS, ce sont des familles. Mais il y a effectivement une très grosse porosité entre ces différentes familles, si bien qu'une solution dans son implémentation fournira de plus en plus à la fois du IaaS, à la fois du PaaS, à la fois du PaaS, de plus en plus du SaaS, etc. Donc tout ça, c'est la frontière un peu floue. Ça, c'est les définitions cloud, bon, pour ce qu'elles valent. Mais après, il y a le moteur. Et je pense que le software defined, c'est le moteur. Si je reprends une analogie, si on a une motocyclette, il y a un moteur dedans. Et puis après, dessus, une motocyclette, son utilisation, c'est simplement pour faire 10 km une fois de temps en temps. Donc on a besoin d'un guidon et de roues. Si maintenant le but du jeu, c'est d'avoir un 38 tonnes pour faire des livraisons en international, il y aura toujours un moteur, mais derrière, l'assemblage ne sera pas le même et la finalité ne sera pas la même. Là, c'est un peu la même chose. Le software defined, c'est le moteur. On l'adapte en fonction des objectifs à servir, mais ça reste le moteur. Et après, autour, sont assemblés les différents éléments qui permettent de... Mais, je sais pas. Le software defined, c'est aussi la capacité à assembler. Aussi, bien sûr, mais de constituer les briques qui vont permettre que tout ça, ça avance. Voilà, de ne pas rester à l'échelle, effectivement, de l'opérateur, d'être capable d'abstraire la complexité de l'infrastructure qui est en dessous pour faire une infrastructure à partir de deux, d'où le Cloud Burst, effectivement. Tout le monde parle de Cloud Burst, mais finalement, d'un point de vue abstrait, qu'est-ce que c'est si ce n'est, on va dire, une configuration différente, une infrastructure différente, configurée différemment pour différents besoins et avec un différent cycle de vie. Et pourquoi pas aussi un réseau, du SDN en dessous pour garantir les capacités en bande passante. Donc effectivement, la solution elle est globale. Il faut que ça tire tout. Voilà, le SDN, on parle du SDN, on aurait pu dire que c'était de l'infrastructure. Pourquoi on parle du SDN? Parce que ce n'était pas configurable quand on parlait de la fameuse couche IaaS à l'époque. Aujourd'hui, ça le devient, voilà, et ça crée le SDN. Et à chaque fois qu'on va trouver quelque chose dans les couches cloud qu'on peut rendre configurable et qu'on n'avait pas rendu configurable avant, c'est-à-dire qu'on peut le rendre configurable par l'utilisateur ou qu'on peut le rendre configurable à l'échelle pour assembler et décupler les bénéfices, les abstraire et remonter d'un cran, on va créer un software defined quelque chose. Je pense qu'on peut faire du software defined sans faire du cloud. Il y a beaucoup de clients qui faisaient déjà du software defined au travers de tout un tas d'outillages, mais qui ne font pas de cloud nécessairement. Parce que c'est une manière de gérer une infrastructure, ce n'est pas nécessairement
en lien avec cette notion de IaaS, pas SaaS. Moi, j'utilise ça pour en parler aux clients parce qu'en fait, pendant très longtemps, j'ai eu du mal à comprendre ce que c'était que le PaaS, notamment. J'avais du mal à le positionner. Et quand on m'a expliqué que, en fait, c'était aussi qui faisait quoi qui était important dans la notion de IaaS, PaaS, SaaS. C'est-à-dire qu'une IT traditionnelle, elle fait la totalité, elle délivre à ses clients tout de A à Z. Et après, la partie basse, on peut dire très bien, mais ça, moi, je ne veux pas m'en occuper en tant qu'IT dans mon environnement. Je veux pouvoir éventuellement l'externaliser ou le faire gérer par une autre équipe ou quelqu'un qui n'est pas dans mon entreprise. Et ça, c'est la partie IaaS qui est la partie de bas niveau. Et on peut faire la même chose avec les couches d'infrastructures intermédiaires. On peut avoir ça as a service et qui peut être géré par un cloud vendor aussi bien que par une autre part de son entreprise. Donc ça dépend aussi qui fait quoi. Oui. Peut-être que trop longtemps, effectivement, on a pris cloud sans se rappeler le as a service et en parlant juste du comment on le fait par des moyens de virtualisation, mais sans les mettre dans les mains du client directement en tant que service. Donc peut-être que ça a été galvaudé en fait à l'origine, ces termes IaaS, PaaS et SaaS. Je pense très sincèrement que là, il y a un petit peu un raccourci qui est pris quand on dit le cloud, c'est quoi? C'est louer de la ressource. Parce que ça, c'est ce qu'on voit uniquement par rapport à l'utilisation courante qui est faite d'un cloud public. Mais en fait, oui, c'est mieux comme ça? Autant pour moi, merci. Donc, ça, c'est un peu une image qu'on a suite à l'usage commun qui a été fait avec des environnements Amazon ou autres. Mais en fait, ce qu'il y a derrière le cloud, la vraie définition du cloud, c'est 4 points. Le premier d'entre eux, c'est l'élasticité, la dynamicité, c'est extrêmement important. Voilà, parce que ça, non mais ça c'est un élément clé du cloud. Louer de la ressource, on peut le faire auprès d'un provider qui va vous louer de la VM, c'est pas du cloud ça. Le cloud, c'est la capacité à avoir cette élasticité, ce mode de scale-out. Le deuxième, c'est le mode d'accès complètement. Je ne vais pas vous décliner les 4 définitions communes, mais effectivement, quand on parle de cloud, ça a été, c'est vrai, tellement galvaudé qu'on a tendance à voir uniquement l'aspect, bon, grosso modo, c'est louer de la ressource. Donc, quelle différence par rapport, etc., etc. Ça va plus loin. Et après, pour moi, de mon point de vue, le software define, c'est vraiment la mécanique qui apporte dans le cloud ces fameuses fonctionnalités d'élasticité, de décorrélation des ressources qui deviennent totalement transparentes en dessous. Le software define, il est là. Après, qu'il ne soit pas vu effectivement par rapport à un utilisateur final d'un cloud, dans le cas d'un SaaS typiquement, oui, très bien. Mais je pense qu'il faut quand même garder les terminologies en termes de grosses fonctionnalités, SaaS, PaaS, IaaS, comme on l'a là. Mais en termes d'ingénierie, on parle de choses différentes. Non, ça ne fait pas la même chose. C'est pas tout à fait la même chose. Si vous prenez, enfin, sauf si j'ai très mal compris ce qui était dit, si vous prenez un pass, je dirais actuel vraiment dans le domaine du cloud, ça va vous permettre de faire quoi? Ça va vous permettre de provisionner à la demande une architecture, de gérer son cycle de vie et de gérer son évolution en production. C'est-à-dire typiquement, vous voulez un modèle LAMP avec tant de frontaux web, avec une base MySQL derrière et puis un petit EAP ou un truc comme ça entre les deux. Vous sélectionnez ça, vous faites 3 clics, vous provisionnez, vous êtes dans un environnement de développement, vous faites votre développement pour tout ou partie, vous dites maintenant ça bascule en QA, ça bascule en QA maintenant, ça bascule en prod avec des containers et du Kubernetes, vous allez définir des règles d'auto-sizing pour répondre éventuellement à des pics de saisonnalité forts ou autres, enfin bref, ça c'est le PaaS, et le fait de pouvoir provisionner des environnements même de développement simplement à un instant T, pour moi, c'est autre chose. On ne peut pas considérer ça du cloud, on ne peut pas considérer ça du PaaS. Enfin, c'est mon point de vue. Je ne sais pas si quelqu'un veut réagir là-dessus. Non, je suis d'accord. Je suis assez d'accord. Hein. Le déploiement simple, je dirais,
il ne faut pas confondre l'industrialisation, qu'on pourrait l'avoir, je dirais, comme on peut le mentionner là, avec le SDN ça va plus loin que de l'industrialisation. Ça va plus loin que de l'industrialisation. On a aussi, effectivement, on découpe, on n'est pas que sur la simple industrialisation, on a le découpage, effectivement, entre le contrôle, ce que tu disais tout à l'heure par rapport au control plane et au network et tout ça. C'était Moi, je vois dans l'équipe. Moi, je travaille dans une équipe. Enfin, je travaille au sein d'un solution center. On a une équipe qui s'occupe de la partie cloud. Pour eux, la définition de cloud, c'est le catalogue de services. C'est ça la chose qui s'associe au cloud. Et toutes nos démos partent du catalogue de services. Tout le reste en dessous, c'est de la tringlerie dont tout le monde se tape en fait. Ce que veut l'utilisateur, c'est aller sur un portail, actionner la demande d'une ressource et au bout d'un laps de temps raisonnable, l'obtenir. Le reste, c'est pas son problème. Mais c'est pour ça qu'on vous a dans la salle, c'est pour que vous nous remettiez sur les bons rails, pour qu'on parle des choses qui vous intéressent, vous, peut-être pas qui n'intéressent que moi, en fait, si c'est du SD étoile quelque chose. Il y a un autre point dans la partie, à mon avis, qui est intéressante, c'est la notion aussi de développement d'applications, parce que il a été dit notamment, la partie PaaS apporte quelque chose en termes de fourniture de ressources, d'outillage, mais si les développeurs ne font pas des applis qu'on appellera cloud native, c'est-à-dire qui tiennent compte du fait que les ressources sont évanescentes, que la VM peut disparaître, que la database peut disparaître, voilà. Il faut développer un applicatif pour qu'il soit lui aussi scale out, c'est-à-dire qu'il prenne en compte vraiment la manière dont l'infrastructure est designée, est conçue, pardon, et qu'il puisse s'appuyer là-dessus pour fonctionner d'une manière qui lui permette d'être résilient aux pannes tels qu'on les a classiquement dans l'IT. Et ça, pour moi, c'est vraiment complémentaire. Et aujourd'hui, quand je vois des clients, l'un des gros points de discussion, c'est le client vient nous voir en disant « Moi, j'ai cette appli et je voudrais migrer ma VM à chaud pour que mon appli soit résiliente. » Parce qu'en fait, il vient d'un monde dans lequel on fait de la HA sur un VMware, en gros. Non, on est d'accord. Mais quand même, il faut bien lui expliquer que ces applis qu'il utilisait jusqu'à présent, il va falloir qu'il les jette toutes et qu'il les recode. Et qu'il les recode d'une manière qui est cloud compliant s'il veut tirer profit d'une infrastructure cloud. Sinon, il n'en aura pas les bénéfices. Et ça, c'est souvent un point de friction important avec les clients parce que quand ils réalisent que ça force à toucher aux applicatifs, là, d'un seul coup, ils sont beaucoup moins enclins à aller vers le cloud, brutalement. Comme quoi le cloud, c'est avant tout une architecture, finalement. Oui. On pourrait parler de software defined architecture, tant qu'on y est. Ça me plaît bien, ouais. Et pour moi, comme disait Christophe, l'un des points capitaux, c'est Trove. Parce que énormément d'applications ont une base de données derrière elles pour stocker et gérer les données. Et la database as a service, c'est vraiment pour moi le nerf de la guerre pour que les clients comprennent en quoi il va y avoir un impact sur la manière dont ils utilisent leur applicatif, dont ils développent leur applicatif, dont leurs fournisseurs leur amènent des applicatifs. S'ils veulent bénéficier de l'infrastructure as a service globalement, de la plateforme as a service, s'ils n'ont pas une database as a service avec, ça va être très très compliqué. S'ils ont un attachement à quelque chose qui doit être juste un rack, un oracle rack en arrière-plan pour stocker les données, ils vont être complètement empêchés d'évoluer vers une solution cloud. Donc ils vont perdre l'élasticité, ils vont perdre tous les bénéfices qu'on est en droit d'attendre de ces approches-là.
Et je reviens d'un voyage à l'étranger où j'ai vu un client qui est exactement comme ça. Il est pieds et poings liés avec Oracle parce qu'il a du code qui a été développé qui utilise beaucoup trop de features d'Oracle et il ne peut pas migrer facilement. Et donc l'adoption de la partie as a service database, aujourd'hui, c'est très loin pour lui. Il en est très très loin. Et ça va être pour moi un frein à l'adoption de ces technologies-là. Il y a un truc, bon là je pense qu'on dérive un petit peu du sujet initial du software defined, mais on parle beaucoup de bimodal IT, et là je crois qu'on est typiquement dedans. C'est-à-dire que très clairement, quand on parlait de la route vers le cloud tout à l'heure, il faut bien être conscient que c'est pas un big bang, c'est pas on migre tout d'un seul coup, et il y a des choses qui pourront basculer, il y a des choses qui ne le pourront pas, et il y a plein de choses entre les deux qui le pourront, je dirais techniquement, mais qui par contre ne tireront pas la quintessence du cloud, c'est-à-dire ne seront pas capables de faire du scale-out, ne seront pas capables de gérer elles-mêmes leur niveau de disponibilité, mais quelque part on se dit c'est pas grave, l'important c'est le RPO, c'est pas le RTO, enfin bon, etc. etc. Bref, non, en fait, il y a tout un aspect de compromission à faire, chaque fois l'assessment de où on est, où on va, comment on peut y aller et avec quoi. Et effectivement, lorsqu'on est dans un environnement très propriétarisé en termes de techno et qu'on se retrouve par exemple à vouloir utiliser de la database as a service et puis qu'on s'aperçoit qu'en fin de compte, il faut tout redévelopper, c'est juste pas possible en instantané. Donc ça veut dire qu'il faut évoluer, mais ça il faut le planifier, il faut l'assesser et puis ensuite progresser petit à petit. Voilà. On pourrait se demander en fait si la plus grosse évolution à faire n'est pas dans les mentalités aussi. Oui. Parce que au final, quand on a beaucoup de gens présentent le cloud comme l'évolution de la virtualisation. Beaucoup de gens vont vous dire, il y a X années, on est passé de bare metal vers de la virtualisation ou vers une généralisation de la virtualisation avec les avantages et les inconvénients qu'on peut avoir derrière, de l'overhead en inconvénient, un avantage, une séparation. On ne parlait pas encore d'architecture microservice, mais on séparait par service, on pouvait faire des choses comme ça pour plein d'avantages. Et beaucoup de gens vont vous dire aujourd'hui, effectivement, je passe vers le cloud parce que c'est l'évolution naturelle. Mais donc, en faisant ça, les gens vont juste transposer leurs mécanismes qui sont quasiment les mêmes quand il y avait du bare metal ou de la VM classique, on va dire, sur un mode cloud. Ça fait hurler des fois des gens quand je le dis, mais même pour des clients à nous aujourd'hui, quand on leur met du OpenStack, ce n'est des fois que, on va dire, une solution de virtualisation sur mesure. Ce n'est qu'une solution de virtualisation sur mesure parce qu'ils ne tirent pas forcément profit, justement, de tout le software defined qui pourrait être intéressant pour eux, justement. Peut-être parce qu'ils n'en ont pas encore le besoin. Non, mais ils n'en ont pas encore le besoin parce que leurs applications ne sont pas prévues pour ça, ou ils ne peuvent pas, effectivement. Et sinon, c'est vraiment quelque chose c'est une transition à faire. Alors, est-ce que l'approche de se dire, on fait une migration vers des technologies cloud, je dirais en infrastructure, maintenant ou dès maintenant, en sachant très bien qu'on ne l'utilise pas au maximum de leurs possibilités ou qu'on ne l'utilise pas de manière nominale, mais qu'on aura la possibilité de le faire lorsqu'on aura les besoins ou lorsqu'on pourra le faire, on aura déjà, je dirais, franchi ce pas-là, mais c'est peut-être une étape qui est déjà intéressante par rapport à ça. Il y avait une question. Alors, concernant OpenStack, je ne pourrais pas répondre. Mais ce qui est sûr, c'est que le scale-out, au final, on peut scaler verticalement tant qu'on peut. Après, on est obligé de scaler horizontalement. Déjà, scaler verticalement, c'est pas comme ça. Quand on part d'une architecture, d'une vieille architecture, ça c'est pas comme ça. Et alors, horizontalement, c'est du sharding, c'est du partitionnement de données. Et là, c'est encore une toute autre bestiole puisque ça affecte toutes les requêtes qu'on peut faire sur la base de données. On parlait de base de données as a service tout à l'heure. Et donc, effectivement, pour faire du burst,
si on ne sait pas comment on va faire du burst, c'est pas juste j'appuie sur le bouton, c'est selon quelle dimension en fait, on va dire, on regarde dans la database et puis on regarde comment on tire les objets et on regarde une certaine dimension métier, on sait qu'on va faire un burst dans ce sens-là et c'est comme ça qu'on décide de partitionner les données. Pardon. J'ai un exemple concret pour la réponse, puisque c'était un petit peu ça qui est attendu. Une application qui n'en tirerait pas parti serait par exemple une application où justement, je ne sais plus lequel de vous deux parlait tout à l'heure, pour l'achat. On a des clients qui nous disent mais moi je veux faire de l'achat sur OpenStack. Et on va leur reproduire entre guillemets très facilement, sans modification de leurs applications, ce qu'ils avaient avant. C'est-à-dire dire tout simplement votre application, votre instance, quand elle tombe, on la redémarre ailleurs. C'est ce qui se fait, je dirais, naturellement, sans modification. Alors que ça, on ne tire pas parti de l'architecture cloud. Alors qu'en tirer parti, ce serait de leur dire on va vous mettre plutôt du load balancer, on va mettre un load balancer en frontal, avec derrière votre application qui aura été prévue pour justement. Oui, l'application qui aura été prévue, mais j'ai dit qu'il en tire parti. Votre application qui aura été prévue pour, par exemple, de faire de la scalabilité horizontale derrière, avec un load balancer qui sera géré par OpenStack directement, et donc avec les éléments du pool de load balancer qui seront automatiquement renseignés, avec les entrées et les sorties qui seront pilotées par l'OpenStack directement. Et c'est ça en tirer parti. C'était plus clair ? Voilà. Juste un point que peut-être je voudrais rajouter, c'est qu'en fait, il faut se méfier au maximum de la problématique des couplages. C'est-à-dire que développer un couplage fort entre la partie infrastructure, haute disponibilité et la partie applicative, c'est quelque chose qu'il faut éviter. Il faut décorréler les rôles, au même titre qu'on parle du SD, n'importe quoi, pour une raison simple, c'est que l'application, elle est là pour gérer son service. Donc elle va le gérer. Si à un moment il y a une ressource supplémentaire qui arrive, cette application devra pouvoir l'intégrer de façon transparente. Ça, c'est la mécanique applicative qui inclut une partie disponibilité, qui inclut une partie gestion de burst. Mais par contre, ce n'est pas à l'application de décider de ces bursts, parce que les mécaniques sur lesquelles elle va s'appuyer sont liées à d'autres couches, typiquement les couches d'orchestration du Kubernetes quand on parle de containers et autres, et qui peuvent évoluer demain, et qui, si elles évoluent, pourraient forcer l'application à évoluer. Donc je pense qu'il faut faire un découplage entre les différents strates, je dirais, de ce qui est infrastructure, définition des ressources, utilisation des ressources, et partie purement service applicatif. Et ça deviendra d'autant plus important qu'on parlait de l'évolution obligée des applications. On va de plus en plus vers les microservices qui, eux, permettront vraiment de tirer la quintessence du cloud. Dans le cadre où un service global composé d'une multitude de microservices se doit de pouvoir évoluer dans le temps, on ne peut pas laisser à un microservice spécifique, ou un ou plusieurs, le lien de développer un couplage qui permette justement de monter en puissance là où il y a des orchestrateurs dont c'est le rôle, typiquement enfin, un Kubernetes ou autre. Donc, je ne sais pas si je... Voilà, c'est un service élémentaire, c'est-à-dire que si on prend une petite analogie, je dirais que au même titre qu'on va considérer un service applicatif, par exemple e-business, on va avoir une couche de frontal web qui sont des éléments stateless. C'est un petit service unitaire. L'idée, c'est que maintenant, lorsqu'on a une application qui va tourner, par exemple, dans un service web, on est plutôt qu'une application, une multitude de micro-applications qui interagissent les unes avec les autres au travers de stubs ou de couches, je dirais, d'interfaçage qui leur permettent d'évoluer dans le temps indépendamment les unes des autres. Un exemple. Un exemple de ça, par exemple, quand vous êtes sur Amazon, vous avez votre page, votre panier, vous avez une barre de pub à côté, vous avez les disques préférés que vous voulez acheter, vous avez ceux que vous avez vus. Tout ça, c'est des microservices différents qui rendent votre page globale de service Amazon. Et puis, chacun de ces composants-là est géré par une partie logicielle qui est indépendante, qui peut tourner dans un environnement d'exécution indépendant les uns des autres et contribuer à apporter le service global en fin de et peut-être que le microservice carte, le caddie, on va dire, sert beaucoup au début de mois quand les gens ont beaucoup d'argent. Et peut-être que le microservice bandeau fonctionne beaucoup à Noël quand on met les grosses pubs Noël tout en haut. Et l'idée, c'est de fragmenter, d'atomiser votre application pour, quel que soit demain, quand vous ne savez pas encore sur quoi vous voulez la faire passer à l'échelle, quel est le service qui a besoin de passer à l'échelle, avoir déjà la fragmentation là, et qui est plus qu'après, effectivement, à piloter, à dessiner les orchestrations nécessaires, les flux à monitorer pour la déclencher, quand il s'agit de la faire passer à l'échelle.
l'application serait tributaire si on veut dire du fournisseur du cloud. Il faut vraiment faire découpler l'application du software. Je suis d'accord. On ne résout pas vraiment le problème, on ne fait que transférer le problème au fournisseur du cloud. Donc on aura des applications qui seront soit dépendantes d'Amazon, soit dépendantes du software. Et là, vraiment, ça serait vraiment dommage. On va retomber encore dans ce qui était précédent. Je crois que c'est ce que vous disiez tout à l'heure, le découplage est clé. Et je dirais même plus, l'application elle-même, ce doit être une architecture, mais il doit y avoir aucun workflow, aucun process, aucune orchestration dans l'application. Il faut en fait externaliser cette fameuse orchestration, qui est donc le software defined à l'extérieur. Et après, voilà, si vous faites un test, vous instanciez qu'un service ou les 2-3 dépendants dont vous avez besoin. Si vous faites un déploiement pour un client, une version commerciale de test, vous déployez le minimum nécessaire. Et si par contre, à un moment donné, il y a des besoins de burst, vous en instancierez davantage, toujours avec le même paradigme de, on va dire, les microservices stateless, les données en dessous qui sont effectivement robustes, scalables horizontalement, etc. Mais effectivement, il faut que... je suis entièrement d'accord avec vous, la partie vivante, elle est au-dessus de l'application et elle est invisible de l'application. Ce côté découplage, on le retrouve en fait depuis très longtemps. Si on regarde un petit peu dans les distributions Linux, comment se passe le packaging des applications, chaque application va vivre sa propre vie et le packaging est fait à l'extérieur. On n'amène pas le packaging à l'intérieur, normalement, dans la bonne pratique, on n'amène pas le packaging à l'intérieur de l'application. C'est fait en dehors, justement. Donc, on retrouve simplement, quand on était au niveau distribution Linux, on était sur une installation sur une machine, donc on n'avait pas de problématique d'orchestration globale. Et tandis que là, on retrouve exactement ça, simplement sur quelque chose de globalisé. En fait, parce que le problème qui survient, c'est qu'aujourd'hui, avec les software defined infrastructures, les providers de cloud ont tendance à fournir certaines fonctions via les API aux développeurs. Et le développeur se sent, par exemple, le développeur, il a l'habitude de tester, il veut aller vraiment voir comment ça fonctionne. Donc, il intègre ça déjà à son développement, donc il devient vraiment tributaire à ces fonctions de software defined infrastructure. Donc, il a une application qui est, si on veut dire, qui est très tributaire de ça. Ce n'est pas vraiment le but du jeu des software defined infrastructure dans ce cas. Quand je repense à mon client là, qui était très lié à Oracle, c'est parce qu'il utilisait effectivement par exemple des API d'Oracle qui étaient fournis, donc une certaine richesse de fonctions est fournie et les développeurs adorent les fonctions. Donc ils s'en emparent, ils les utilisent et ils les mettent dans leur applicatif. Le problème avec un environnement tel que celui-là, c'est que c'est propriétaire. C'est-à-dire que personne d'autre que Oracle peut fournir ces fonctions dans une brique logicielle. L'avantage qu'on a avec des environnements comme OpenStack, c'est qu'ils fournissent une implémentation d'un standard d'API. Donc l'interface elle-même, le but, c'est d'avoir un standard qui peut être implémenté par différentes personnes, puisque ce standard est défini public. OpenStack est une implémentation de ce standard. Mais on pourrait imaginer qu'il y ait d'autres implémentations. Par exemple, on le voit très bien dans le storage. On voit bien que Ceph est capable de se présenter comme fournissant l'API Swift. Donc, on voit qu'une brique peut très très bien causer dans un langage normalisé qui a été défini, et S3 aussi, mais ça m'intéresse moins parce que c'est moins standard, on va dire. C'est un standard de fait. C'est pas un standard qui a été exposé initialement par Swift et qui s'est aussi repris par Ceph en plus. Tout à fait. Et donc, pour moi, il y a déjà par l'approche OpenStack, avec le fait d'avoir des API standards, on a déjà quand même ce découplage qui est présenté. Et le software defined, encore une fois, pour moi, ça vient comme un ensemble d'outils complémentaires, mais on n'est, encore une fois, pour moi, pas lié au cloud. On peut faire du software defined dans tout un tas d'autres domaines. Mes collègues en font dans le big data, où ils font pas de cloud, ou dans le HPC, où ils font pas de cloud non plus. Voilà, c'est complémentaire, mais c'est pas redondant. Et ce côté, je dirais, un petit peu API, on va dire API unifié entre différentes solutions. Alors effectivement, tu disais, Bruno, que certaines solutions type OpenStack fournissent une API, on dira, qui peut être standardisée un petit peu parce qu'on peut la retrouver dans plusieurs fournisseurs facilement. Je suis persuadé
Je n'ai aucune information dessus, mais je suis persuadé que c'est une des raisons pour lesquelles Google a poussé l'intégration des conteneurs dans OpenStack cet été pour offrir un service qui sera standard à travers Magnum dans OpenStack et Kubernetes qu'ils offrent déjà. Enfin, ce sera l'implémentation dans OpenStack de Kubernetes et donc ce qu'ils offrent dans leur service de cloud avec Google Cloud Engine qu'ils fournissent derrière, ce qui fait que ça fournira facilement à des gens le burst vers du cloud hybride. Et donc en gros, en fournissant, je dirais, en poussant ce service et en intégrant ça dans OpenStack, ils s'offrent la possibilité d'avoir des clients sur du cloud hybride naturellement. Je suis sûr et certain que c'est une des raisons derrière. Mais qui n'est pas forcément une mauvaise chose, attention. Mais je pense que c'est une des raisons, justement, pour avoir une API, pour en gros créer ce standard de fait sur l'orchestration des conteneurs. Il y a toujours un intérêt à être le premier à fournir un standard. Alors ça me semble très intéressant. Je ne sais pas s'il y a des questions dans la salle là-dessus. Moi, je voulais repartir sur l'aspect configuration. Je trouvais que la métaphore effectivement du packaging d'applications sous Linux, ou pourquoi pas du packaging d'applications web sous Java, qui a maintenant 15 ans, 20 ans, je ne sais plus combien, est une bonne métaphore. C'est vrai qu'on n'a pas forcément envie d'en faire. Hein, c'est des fichiers XML ou des scripts, c'est de la soupe, c'est de la sauce, comme aujourd'hui Puppetly d'ailleurs. Hein. C'est de la sauce Ruby, mais c'est autre chose, c'est toujours de la sauce. Mais le fait est qu'il y a plein de gens qui s'en servent et que c'est très utile. Et qu'il y a toujours besoin de changer un peu le packaging, d'adapter une nouvelle distribution, changer, voilà, faire un nouveau mode de déploiement en hybride plutôt qu'en privé, etc., etc. Et là, effectivement, quand on parle de configuration, on parle de quoi, hein? Est-ce qu'on parle effectivement de cette configuration d'architecture qui se fait essentiellement au démarrage dans les applis Linux, par exemple, ou est-ce qu'on parle carrément de configuration à chaud de composants de microservices du genre, maintenant je veux 10 microservices plutôt qu'un. Tiens, les microservices, j'ai envie de tous les passer maintenant en sécurité maximale plutôt qu'en sécurité minimale parce que on a passé cette nouvelle version en production. Parce qu'on avait, voilà, toutes les versions coexistent, mais à un moment donné, on ne va pas s'amuser quand on va passer la pré-prod en prod, on change juste le jeu de données. Est-ce qu'il y a forcément besoin de redéployer les microservices? On peut juste changer la configuration, c'est transparent en dessous. Et en fait, il y a quelque part une continuité, hein, entre un continuum, c'est pas discontinu, il y a un continuum entre ces configurations par fichier en bas qui décrivent en quelque sorte l'état initial et quelque part les modèles abstraits de ce qu'est la configuration en mémoire des objets qui sont en train de tourner et qu'on peut modifier très rapidement. Après, c'est juste une question d'usage. Qu'est-ce qui se modifie que très rarement, voire qu'au démarrage, et qu'est-ce qui se modifie à volonté, c'est-à-dire selon les besoins monitorés dans les cas du burst, ou selon la volonté d'un client, d'un nouveau client qui va signer, ou qui a envie de passer d'un mode test à un mode du mode proto au vrai usage de la solution. Donc je pense qu'il y a un vrai continuum, effectivement. Il ne faut pas dire... en fait, le déploiement, ça veut dire la même chose que la configuration à chaud, quelque part. Il y aura une unification entre les API de configuration à chaud tout en haut, hein, les paramètres business de votre application, le JMX pour parler Java, je peux en citer d'autres, et tout en bas, effectivement, les descripteurs de déploiement. Est-ce qu'il y a encore des questions dans la salle? Bon, sinon, je vais remercier les panélistes de leur contribution à cette table ronde, et puis on va passer à la présentation Cozy Cloud directement. Merci. Merci.